Bonjour à tous, nous sommes de nouveau sur 26 minutes pour comprendre et nous avons une invitée, seconde invitée femme, déjà, Madame Modeste Ocom. Modeste Ocom, bonjour. Bonjour Comment, Olivier. comment tu vas? Comme quelqu'un qui va décrypter quelque chose dont j'ai pas vraiment conscience en 26 minutes. Un peu stressée, mais ça va. Et j'ai envie de dire, on a l'habitude de te voir à la télévision Mm. et on te voit sur des événements. Oui. Tu es très actif sur LinkedIn, principalement, où c'est d'ailleurs là où je te suis. Mais j'aimerais quand même que tu te présentes Mm. à ceux qui nous regardent aujourd'hui. Mm. Étant professionnelle de communication, je vais le faire de façon superficielle. Voilà. Voilà, les clauses professionnelles exigent. Alors, je suis Modeste Ocom, jeune femme gabonaise, dans la trentaine, bien évidemment. Je suis communicatrice, journaliste. Modeste Ocom est de la province du Grand Nord. Okay. Elle a fait ses études à l'université. Elle ressort avec un master 2 en anthropologie politique. Dès qu'elle sort de là, elle est tout de suite intéressée par tout ce qui est communication et journalisme. C'est d'ailleurs sa passion. Et comme par enchantement, il y a une formation qui est ouverte pour former des jeunes universitaires dans tout ce qui est économie. Sauf que la condition, c'était aimer le journalisme économique. Donc, Modeste Ocom commence sa formation en tant que rédactrice web économique. Et puis, dans ça, je grandis. Je commence dans la presse en ligne, économique, Gabon Économie. Ensuite, tout de suite, on est repéré à la télé. On se dit, mais vous avez un très beau timbre, vous avez un beau visage, une bonne posture. Mais vraiment, il faut continuer à apprendre à écrire. Écrivez. Vous savez écrire, mais il faut mieux le faire. Et après, voilà, je vais à Renaissance Télévision et ensuite Gabon 24 où je continue toujours dans l'économie. Je vais suivre une formation d'1 mois en Chine. Après, j'ai des formations de temps en temps avec la Commission économique des Nations Unies qui forme des journalistes économiques dans tout ce qui est économie, traitement de l'actualité économique sur le continent africain et même au-delà. Et donc, Modeste, comme aujourd'hui, est journaliste économique, présentatrice télé et tout dernièrement entrepreneur et porteuse d'un forum, le Forum des créateurs d'avenir. Et justement, moi je vais profiter de l'occasion. C'est quoi le Forum des créateurs d'avenir? Alors, le forum, Olivier, c'est vraiment une plateforme parce que, comme je le disais, étant journaliste économique, il y a l'aspect entrepreneuriat qui m'a beaucoup intéressée. Et donc, pendant 3 ans, j'ai étudié, j'ai reçu des experts sur le plateau et puis je me suis dit, il y a beaucoup de choses à dire. Et lorsque je rencontrais les entrepreneurs, il y avait ce manque qui était toujours souligné pour dire on n'a pas suffisamment de formation, on n'a pas suffisamment de financement. Et j'ai vraiment le déclic quand un me dit, Stanislas Zézé, l'homme d'affaires africain, qui me dit que parfois le financement n'est pas le plus important. Ce qui est important, c'est la formation des jeunes. Ils ne sont pas prêts à se lancer dans l'entrepreneuriat. Et je me suis dit, c'est le moment peut-être de lancer un forum qui va réunir des experts, des pouvoirs publics, des institutions privées également, pour donner des formations, les outils aux jeunes porteurs de projets, aux jeunes entrepreneurs. Et donc, le forum aujourd'hui est un rendez-vous annuel. On le fera désormais tous les mois de décembre. Mais au-delà, ce forum qui est porté par Ocom Consulting, qui est un cabinet d'accompagnement aux entrepreneurs, dont je suis la CIO, a ouvert ou a déclenché également un site. Dans ce site, vous avez l'annuaire, vous avez tout ce qui est actualité économique et surtout entrepreneuriale pour permettre effectivement aux entrepreneurs gabonais de s'exprimer et de valoriser l'entrepreneuriat local. Voilà. Ok, merci beaucoup, Modeste. Et j'ai envie, la première question, ce qui t'emmène ici aujourd'hui, c'est peut-on librement parler d'économie au Gabon journalisme économique, on va dire. Peut-on librement parler du journalisme économique au Gabon lorsqu'il s'agit de finances publiques, d'avoir certaines données, certaines informations des finances publiques ou des entreprises, etc. Est-ce que c'est donné? Est-ce que l'accès est facile, l'accès est évident? Est-ce qu'on peut librement parler de journalisme économique au Gabon?
je suis sur ton plateau, Olivier. Peut-être que tu ne l'as pas remarqué. Et justement, on est en train de parler d'économie. Donc, c'est déjà une façon de répondre à ta question. Oui, on peut parler d'économie. Hein. Lorsqu'on est journaliste, on peut accéder à des informations. Et c'est l'une des raisons pour laquelle le secteur économique me passionne, justement. Parce que dans la politique, on peut embellir les mots, on peut essayer de philosopher un peu, mais dans l'économie, c'est l'économie, quoi. Si tu dis, Olivier, à la télé que désormais le pain, il est à 150 francs, pas besoin d'avoir un MBA, voilà, pour comprendre que c'est 150 francs dorénavant. Donc, il y a des faits qui sont là, que l'on peut interpréter après, mais les faits sont là. Donc oui, on peut parler librement de journalisme économique au Gabon. Maintenant, l'accès à l'information, c'est tout autre chose. Ok, mais je tiens quand même à rappeler que je crois que tu es l'une des rares personnes à parler d'économie sur la télévision gabonaise, je crois, sauf si je me trompe. Moi aussi, je crois. Je ne vais pas te mentir, j'ai eu beaucoup de difficultés même à m'imposer déjà par ma petite taille et par le fait que, oui, je sois une femme. Le secteur, tout ce qui est économie, et encore plein de secteurs qui excluent un tout petit peu la gente féminine. Et donc, quand on est une jeune Gabonaise qui arrive et puis qui dit, mais moi, je veux parler de l'actualité économique, on regarde, on se dit que, mais, vous avez un joli visage, vous ne voulez pas parler de cuisine? Carrément. Vous ne voulez pas faire une émission de top modèle, des trucs comme ça? Vous ne voulez pas parler de... On dit non, moi je veux parler d'économie. Et justement, Olivier, je vais devoir t'avouer que j'ai eu beaucoup de mal à avoir cette crédibilité-là, à dire je peux faire des émissions économiques, je peux vous servir l'information, je peux donner la voix, la parole aux experts pour qu'ils vous parlent des choses. Aujourd'hui, on va pas se mentir, hein, on a plein d'émissions politiques. Tout de suite, lorsqu'on a une belle cravate, une belle veste, on passe à la télé, on a tout de suite envie de faire une émission à tendance politique. Exactement. Mais voilà, il fallait bouger un peu les lignes. Et heureusement, j'ai eu des experts gabonais, africains et même au-delà du continent africain qui ont bien voulu m'accompagner dans ce travail-là. J'ai envie de dire, en fait, lorsque je t'écoute, j'ai envie de dire, selon toi, pourquoi l'économie reste, j'ai envie de dire, un sujet tabou, pas au niveau des autorités, mais au niveau des populations? Parce que c'est complexe, parce que... Est-ce que c'est tabou? Non. Complexe, oui, parce que voilà quoi, le chiffre, quand il est donné de façon brute, on ne comprend pas forcément. Si vous dites à quelqu'un, les autorités gabonaises souhaitent atteindre une croissance à 6,5 en 2026, le téléspectateur, Olivier, il te regarde et puis il dit, mais qu'est-ce que moi je gagne là-dedans? Donc le défi, c'est d'humaniser l'actualité économique. Donc, je vous dis que la croissance, les autorités ont dit qu'elles vont viser 6,5% en termes de croissance. Il faudrait que moi, en tant que journaliste économique, que j'explique à la maman d'un Kimbon, d'un Tirayon, d'Akanda, en quoi ça la regarde. L'étudiant doit se retrouver, l'élève doit se retrouver, le salarié, le fonctionnaire. Donc, est-ce que c'est tabou? Non. C'est plutôt complexe. Et le challenge, dans mon style que moi, je me suis imposé, c'est vraiment d'humaniser l'économie. Et comme j'aime à le dire, même lorsque je suis sur des plateaux hors antenne, j'aime dire, il faut dire avec des mots simples des choses compliquées. Voilà. En français facile. Nous sommes là en pleine fin d'année. Nous sommes en décembre 2025, 2026, c'est quand il y a notre porte. Et j'ai envie de te demander à toi, quelle information économique a attiré ton attention cette année? L'information économique qui véritablement a attiré mon attention, c'était vraiment sur la loi de finances avec cette croissance qui, au départ, ambitionnait les 2 chiffres. Je pense que les autorités, avec plus de recul et plus de lucidité, ont compris que c'est vrai, l'envie est là, l'énergie est là, mais il y a des réalités après. Il y a l'impact, les effets internationaux, les effets nationaux. Il faudrait prendre en compte toutes ces réalités-là. Et puis, on s'est dit 6,5. Donc, moi, c'est vraiment ce 6,5 qui, même s'il me laisse un peu
fébrile me booste, moi, en tant que journaliste économique, à aller chercher où est-ce que les autorités gabonaises vont aller prendre ou dénicher les stratégies pour atteindre ce chiffre-là. Donc, moi, c'est vraiment le 6,5 qui est le challenge de la croissance en 2026 qui a véritablement retenu mon attention durant cette année. Après, bien sûr, il y a l'actualité autour de la promotion de l'entrepreneuriat. On a beaucoup parlé d'entrepreneuriat, on a beaucoup parlé d'industrialisation, de transformation locale et tout. Mais je pense que la fin, c'était ce chiffre-là qui tout de suite lance des prévisions et le challenge pour 2026. Donc, en même temps, tu parles de 6,5%. J'ai envie de dire, est-ce que tu penses que ce sera facile pour toi d'avoir accès à tout ce qui est stratégie que le ministère de l'économie mettra en branle pour atteindre ces 6,5%? Je pense que Oui, mais on a commencé. Ceux qui me suivent, notamment sur ma chaîne et même dans mes éditos, voient bien que j'ai suffisamment de matière parce que, attention, l'information économique n'est pas, elle n'est pas forcément taboue, hein. On peut la retrouver si on va sur le site du ministère de l'économie, si on va voilà, dans certaines directions générales. Il y a encore quelques jours, j'interviewais le ministre d'État, ministre de l'économie, Henri-Claude Oyima, qui tout de suite, pendant cette interview-là, a décliné la stratégie, parler de l'investissement, les deux axes qui vont déterminer l'accès à ces 6,5% de taux de croissance. Il a parlé de la consommation, il a parlé de l'investissement. C'est déjà la stratégie qui sera mise en place. Et bien avant ça, j'ai fait déjà plusieurs plateaux où je reviens avec des experts sur comment est-ce qu'on va atteindre ces 6,5%. Donc oui, effectivement, j'ai commencé à décliner certaines pistes avec l'autorisation des autorités, mais c'est comme je le disais, l'information elle est disponible. Maintenant, il faut savoir où aller la chercher et il faut savoir surtout l'interpréter. J'ai envie de dire, vraiment question bateau. Hein. Il est comment, M. Oyima? Il est comme un bon financier. C'est-à-dire, il est très carré. C'est quelqu'un, tout est calculé, tout est travaillé. C'est quelqu'un qui ne se permet pas la distraction. Et ça, c'est vraiment le caractère des financiers, parce que j'en reçois beaucoup, des financiers, des banquiers, des économistes. Ils sont très, très, très carrés dans la façon de faire les choses, de dire les choses. Il y a toujours derrière la stratégie de croissance et de durabilité, même lorsque vous échangez avec lui. Et puis, humainement, c'est quelqu'un d'ouvert et quelqu'un d'abordable, lui. OK. Là, je vois que d'un côté, tu discutes beaucoup avec les hommes d'État, j'ai envie de dire. Mais entre les hommes d'État et le secteur privé, qui sont les plus malléables, j'ai envie de dire? Lorsque toi, tu veux une information. Personne. Parce que les hommes d'État, les pouvoirs publics auront l'impression que tu vas recueillir les informations là-bas pour donner au secteur privé. Et le secteur privé a l'impression que tu veux leur faire accepter les réformes menées par le secteur public qui forcément ne les arrangent pas. Alors, je vais dire qu'il faut juste travailler l'approche, toujours se mettre en posture de neutralité, toujours rappeler que je suis journaliste économique, je suis analyste économique. Tout ce que je veux, c'est moi avoir l'information, pouvoir la traiter sans donner mon avis personnel. Mais oui, chacun a son approche. Lorsqu'on va vers les pouvoirs publics en tant que journaliste, on sait quelle attitude avoir pour posséder l'information. Et lorsqu'on va vers les hommes d'affaires, tout de suite, on sait également aussi, si vous avez un chef d'entreprise appelé Olivier, qui serait président d'une fédération entrepreneuriale, je sais que je vais commencer par lui demander la santé de son entreprise et puis le féliciter pour le chiffre d'affaires qu'il aura certainement atteint pendant 2025. Et le petit ton de sourire, là, on dit, au fait, vous êtes au courant de la dernière réforme du ministère de l'économie. Donc, tout est question de stratégie, d'approche, mais toujours avoir une démarche et une posture de neutralité. On est journaliste avant tout. Il se laisse, j'ai pas envie de dire s'il se laisse avoir, c'est pas vraiment... Non, du tout. Ils sont très malins. Parfois, on pense que nous, on est malins, mais eux, ils nous voient arriver depuis et ils vous donnent l'information qu'ils veulent mettre en avant, eux. En fait, entre communication gouvernementale, des fake news sur les réseaux sociaux
est-ce que le journalisme économique, pas forcément selon toi, pas forcément selon ton prisme à toi, mais est-ce qu'il peut encore imposer sa crédibilité, le journalisme économique au niveau du Gabon? Est-ce qu'il peut encore? Mais bien sûr. Et là, c'est pas que le journaliste économique qui a ce véritable challenge-là à relever. C'est vraiment la question même de la communication aujourd'hui, du Exactement. journaliste aujourd'hui. Avec l'arrivée des réseaux sociaux, c'est vrai que c'est un facteur que l'on devrait prendre en compte. Il y a un véritable challenge, que ce soit de la communication institutionnelle, que ce soit de la part des médias. On doit comprendre qu'aujourd'hui, il y a un élément étranger, nouveau, et que l'on ne maîtrise pas forcément, qui est dorénavant là, c'est Internet et la liberté qu'Internet octroie à certaines personnes. Donc facilement, on peut se lever à 1h du matin, dire que ça y est, il y a un avion qui est tombé du côté d'Akanda, et puis le temps que l'on se rende compte que en fait c'est une fake news, l'information est partie. Donc est-ce qu'on peut toujours avoir de la crédibilité? Oui, retravailler les stratégies, retravailler la façon de donner l'information, et puis aller chercher ces cibles-là qui se retrouvent dans TikTok, Facebook, Instagram. Voilà, comprendre que si la tranche de 15-25 ans ne regarde pas forcément la télévision classique, elle peut se retrouver sur TikTok, et que TikTok a ses codes, Facebook a ses codes, LinkedIn a ses codes. C'est aux médias traditionnels de s'adapter à ces nouveaux, ces nouveaux vecteurs d'information là. Et puis, mais oui, on peut toujours, et on a toujours notre crédibilité. Voilà, j'ai plusieurs personnes qui me disent on suit vos éditos sur LinkedIn, la plupart sur LinkedIn, sur Facebook. Mais je pense qu'il est important pour tout journaliste, pour tout média classique, de prendre en compte l'aspect Internet et l'aspect modernité. Absolument. Je sais que le journaliste ne donne jamais ses sources, mais j'ai envie de dire, où trouves-tu toutes ces informations à chaque fois que tu publies tes éditos? Où est-ce que je trouve ces informations? Déjà, c'est sur toutes les plateformes autorisées et accréditées. Voilà, on a le ministère de l'économie, on a les institutions internationales. Voilà. Où est-ce que je trouve mes sources? C'est dans la rue, comme bonne journaliste, reporter. C'est au salon de coiffure. C'est dans un café. C'est sur le plateau avec Olivier. En tant que journaliste de terrain, je fais mon terrain. Où est-ce que je trouve mes sources? C'est sur tous ces médias, des confrères crédibles qui sont disponibles. Et où est-ce que je trouve mes sources? Chez ces sources-là que l'on ne dévoile pas forcément. Question, tu as TikTok? Oui, bien sûr. Pourquoi? Parce que, comme je le disais, il y a cette frange de la population qu'il faut toucher. Et puis aujourd'hui, je trouve que moi qui m'intéresse beaucoup à tout ce qui est entrepreneuriat, les entrepreneurs, que ce soit les entrepreneurs locaux ou internationaux, ont réinventé la façon de communiquer. Et moi, j'ai besoin de toucher toutes ces réalités-là. Et puis, de toutes les façons, je suis une grande fan des réseaux sociaux. Je trouve que le mélange de culture, les nouvelles rencontres et tout ça, la magie, Internet regorge une magie extraordinaire. Donc oui, j'aime bien TikTok lorsque c'est constructif, encadré et raisonnable. Je ne sais pas si la présidence a un TikTok, mais est-ce que tu conseillerais aux équipes comme de la présidence d'ouvrir un compte TikTok? Mais bien sûr, on a des présidents hors du continent africain qui communiquent sur TikTok. On a vu le président Emmanuel Macron faire des TikTok, Donald Trump faire des TikTok. Oui, il faut. On voit Macron passer chez des youtubeurs. Voilà, passer chez des youtubeurs. Mais bien sûr, on pourrait avoir le président de la République qui serait ici en face de toi, Olivier. Je pense que c'est important. Ça, c'est pas une option. C'est important aujourd'hui pour les institutions de se retrouver sur des plateformes comme TikTok, Facebook, LinkedIn, et d'adapter leur communication à ces réseaux-là. Parce qu'on perd une bonne frange, une bonne cible sur... On peut prendre l'émission d'Olivier, par exemple. Là, je suis sur 26 minutes pour comprendre. Voilà, je suis là. L'émission va être diffusée sur YouTube. Il y a un format. Il y a une cible là-bas.
Il y a une autre cible sur TikTok. Mhm. Quels sont les codes de TikTok? Mhm. Il faudrait les comprendre. Et là, on ne va pas diffuser une émission de 26 minutes. On va la faire en 3 minutes avec des petites transitions pour attirer. Après, il faudra que tu te retrouves sur Facebook. Sur Facebook, quelle est la cible? C'est pas 26 minutes que tu vas emmener là-bas. Il faut choisir des extraits qui intéressent. Sur LinkedIn, tu vas pas emmener ton 26 minutes, tu mettras le lien, mais il faut retrouver l'extrait de notre échange qui pourrait intéresser le professionnel de LinkedIn. Et c'est comme ça que devraient réfléchir aujourd'hui les institutions. Nos institutions devraient comprendre que ce n'est pas le réseau social qui est mauvais, c'est la façon de l'utiliser. Donc oui, l'équipe de communication du président de la République ou de la présidence de la République, du ministère de l'économie, et de la communication devrait comprendre que TikTok aujourd'hui n'est pas une option, c'est une vraie stratégie de communication. Justement, tu m'as un peu mâché le travail. Je voulais te poser la question de savoir, c'est quoi selon toi l'état de la communication aujourd'hui en 2025? L'heure de faire des bilans. La communication au Gabon. La communication au Gabon en 2025, beaucoup de liberté déjà, il faudra avouer. Beaucoup de liberté, beaucoup de créativité. Voilà, je dis ça sur le terrain à chaque fois. C'est vrai que même si derrière, on exige et on invite les uns et les autres à se formaliser, c'est important, mais il y a beaucoup de créativité, il y a beaucoup d'innovation, il y a beaucoup de liberté. Il y a certaines choses que les journalistes aujourd'hui arrivent à dire. Je vois certains qui prennent leur caméra, qui mettent leur caméra là et allument leur caméra et puis font des lives et tout, même en étant communicateur. Mais toujours dire que derrière, il faut rechercher la crédibilité. D'accord? Il ne suffit pas d'avoir un média en ligne. Il faudrait savoir on traite de quelle information, qu'est-ce qu'on dit à l'intérieur. Et peut-être dire aussi, et là vraiment inviter les médias, la communication traditionnelle à se réinventer. On peut avoir la source, ce dépôt culturel-là qu'on ne voudrait pas perdre lorsqu'on est un média traditionnel, mais on évolue dans un monde qui bouge. Donc, il ne faudrait pas se dire que nous, comme on fonctionne comme ça, on ne bouge pas. Non, non, non. Il faudrait s'aligner. Donc, quel état? L'état de notre communication aujourd'hui, c'est encourageant. Mais il y a encore beaucoup de choses à faire. Les journalistes doivent se réinventer, doivent travailler la spécialisation. Ça, c'est un gros manque que l'on a. On a des journalistes qui veulent parler de tout, qui veulent tout traiter, Il faudrait que de plus en plus on se spécialise, que l'on sache que, voilà, Olivier, vous êtes journaliste politique et vous parlez de politique et vous traitez l'information politique. Pas présenter une émission politique. Il y a une grosse différence entre celui qui traite l'information politique avec le langage qu'il faut, l'attitude, la posture qu'il faut, les codes qu'il faut, et puis le présentateur que l'on pourrait prendre dans la foule et puis dire venez poser des questions. Voilà. Donc, plus de spécialisation pour les journalistes. Un journaliste ne parle pas forcément de tout. Voilà. Justement, on est là pour le côté journalisme économique. J'ai pas envie de dire que tu parles à l'oreille des plus grands, mais selon toi, quels sont les gros challenges économiques de 2026 pour le Gabon? Les gros challenges, c'est déjà... Inspiré vraiment de tout ce que tu as eu comme information, tel DG qui t'a parlé au creux de l'oreille et qui t'a dit oui, bon, voilà, on va essayer d'aller vers ça. Peut-être avec monsieur, il m'a eu deux, trois petites informations que tu peux diffuser ici, bien sûr. Oui. Donc, les gros challenges en 2026, ce serait vraiment cette croissance à 6,5. Ça, c'est le gros challenge. Dans ce challenge-là, il y a des impératifs tels que l'industrialisation de notre économie. Il faut vraiment miser dans tout ce qui est industrialisation locale. Nos entreprises en ont besoin. C'est l'industrialisation qui apporte la plus-value. Qui fait augmenter la valeur de nos produits, la valeur de notre économie. L'autre challenge serait asseoir l'entrepreneuriat local, donner de la confiance aux entrepreneurs, leur donner les financements, la formation et d'avoir véritablement un écosystème entrepreneurial ou des affaires qui permet aux entrepreneurs de vraiment se mouvoir. En termes de challenge, je pourrais peut-être parler de la vie chère, ce côté social-là que l'on ne devrait pas oublier dans tout ce qui est réforme économique. Donc oui, on veut atteindre la croissance. Oui, il va falloir
prendre des mesures dures, Mhm. des mesures que forcément le grand public ne comprendra pas, Mhm. mais il va falloir expliquer, et là c'est tout le rôle de la communication, Exactement. expliquer que l'on prend des réformes pour que les choses bougent, pour que les choses avancent, mais attention, il ne faut pas prendre des réformes économiques et oublier l'aspect social. Il ne faudrait pas, en voulant atteindre la croissance, créer une nouvelle classe de pauvres ou de personnes vulnérables. Donc ce serait vraiment ça. Croissance 6,5%, industrialisation locale, porter l'entrepreneuriat avec l'écosystème des affaires qu'il faut encore un peu plus améliorer, et puis penser à la vie sociale des populations. Attention, et là c'est le directeur général de la SING qui va me taper sur les doigts si j'oublie cet aspect, vraiment comprendre aussi l'impact du numérique dans nos politiques publiques. Aujourd'hui, on ne peut plus faire sans le numérique. Donc, plus de moyens au ministère dédié pour, et puis soutenir des institutions telles que la SING en octroyant plus de moyens également pour véritablement asseoir tout ce qui est numérique, et puis penser croissance. Voilà. Merci beaucoup, Modeste Com. C'était Modeste Com, journaliste économique. Elle était avec nous sur 26 minutes pour comprendre.